Hey! Bonjour à tous mes amis! Des news très chargées aujourd'hui pour cette deuxième notif dédiée aux news majeures du monde du jeu de deuxième partie du mois de septembre 2025. De grosses annonces côté jeux vidéo chez Sony et Microsoft, mais aussi une hausse des prix qui fait beaucoup moins plaisir. Un petit point sur les jeux les plus plébiscités du salon de Vichy, le line-up complet de Magic en 2026 et de gros changements chez Altered et Yu-Gi-Oh! Tout ça, c'est tout de suite après le générique. Extra, extra, read all about it. Quoi de neuf, docteur? Enquêter, vérifier, informer... Quoi? Il faut bien qu'on sache ce qui se passe dans le monde. Faudrait que vous m'expliquiez quelque chose pour que j'explique à quelqu'un d'autre. C'est des trucs qu'on se passe entre bardes, ça. On les fait tourner la semaine, j'ai pas le détail. Moi, il faut bien que je pige, comme ça derrière je peux transposer. Commençons tout d'abord avec une bonne nouvelle pour Hades 2 qui est sorti sur PC et en exclu temporaire sur Switch et Switch 2, qui a pour l'instant le score métacritique record de cette année, avec 94 sur 100, dépassant de justesse d'un petit point Expédition 33. Bon, le métascore, surtout à un point près à ce niveau-là, ça veut pas dire grand chose. Si ce n'est que on peut féliciter Supergiant Games, qui prouve, tout comme Team Cherry peu de temps avant eux, qu'ils ont réussi à transformer l'essai de leur succès passé et satisfaire leur player base plus de 5 ans après l'opus précédent. Rappelons tout de même que Hades 2 était sorti en accès anticipé en mai 2024 et qu'il s'était déjà écoulé à 2 millions de copies avant sa sortie officielle. Mais le gros de ces news jeux vidéo, c'est le Tokyo Game Show, qui a eu lieu du 25 au 28 septembre, durant lequel Sony, via le State of Play, a annoncé pas moins de 16 jeux à venir. Dans les principaux titres, on retiendra surtout Wolverine, d'Insomniac Games, le studio derrière Marvel Spider-Man. On a vu très peu de gameplay du titre, si ce n'est des brides de combat, qui semblent toujours proches de ce qu'on connaît, mais avec un niveau de violence beaucoup plus élevé que sur Spider-Man. Même si j'aurais tendance à qualifier cette violence, à base de surabondance d'hémoglobine, d'assez nanardesque, un nom sans rappeler la série des Mortal Kombat. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'analyse de l'ensemble de ces annonces. Et avec sur les 16 jeux annoncés, 12 qui peuvent être considérés comme matures avec de la violence et du sang, 10 qui ont une esthétique gothique, dark fantasy ou cyberpunk, et au moins 8 jeux avec un core gameplay axé sur de l'action assez intensive. On constate donc un line-up très différent du Game of the Year 2024 Astro Bot, et une direction franche vers une cible plus core gamer, majoritairement masculine et âgée. Analyse supportée notamment par l'annonce d'enceintes PlayStation permettant de jouer à sa console avec un son de qualité, même branché sur un écran de PC sur un bureau. De l'aveu donc de Sony, la PlayStation 5 n'est pas la console familiale qui occupe le salon, mais bien un hardware dédié aux jeux que les core gamers peuvent avoir à côté de leur PC. Lors du TGS, NetEase, la méga société de l'internet chinois, aussi éditeur de jeux tels que Marvel Rivals, a annoncé Ananta. Nouveau nom pour le projet Mugen, c'est un GTA-like sauce Genshin Impact en free-to-play, prévu sur PS5, PC et mobile. Le jeu est développé par Naked Rain, un studio créé pour le projet à partir de gens qui ont travaillé sur des titres qui vous seront sûrement légèrement inconnus comme Nakara, Blade Point ou Fragpunk. Pourquoi en parle-t-on? Déjà car le trailer a captivé beaucoup de joueurs des jeux de MiHoYo, parce que NetEase a d'ores et déjà annoncé que le jeu ne serait pas un gacha, mais un free-to-play avec des cosmétiques payants. Est-ce dû à la dure loi du marché des gachas dominé par MiHoYo qui ne permet pas à une dure concurrence d'exister, ou au durcissement des lois grandissantes un peu partout en Occident pour restreindre l'accès aux mécaniques de gacha, surtout auprès des plus jeunes? Bon, les spéculations sont ouvertes, mais ce qui est sûr c'est que ça va beaucoup marquer l'avenir économique de ce type de jeu. Et enfin, surtout le jeu fait polémique par manque total d'originalité, frôlant même le plagiat. Bon, c'est pas nouveau, ça a souvent été la méthode des studios chinois de recopier un gameplay à succès avec une forte couche de polish par-dessus. Et comme on a dit dans la dernière notif, je suis pas en faveur de brider ce genre de création par des brevets. Je vous laisse donc seul juge pour soutenir ou non ce genre de méthode. Et enfin, pour finir avec le TGS, Xbox y a fait des annonces, essayant d'augmenter sa popularité auprès du public nippon, territoire où le constructeur a historiquement beaucoup de difficultés. Je retiendrai surtout une annonce, celle du DLC, basée sur une faction japonaise pour Age of Mythology Retold, qui, il me semble, est la première fois qu'un studio développe un DLC pour ajouter du gameplay à un remaster. Si vous avez d'autres exemples, mettez-les en commentaire. Parce que moi, je vois pas. Et j'avoue que je suis assez partagé sur le sujet. Parce que d'un côté, je trouve que l'idée même de prendre un remaster et d'en faire un gamer de service en rajoutant du contenu est assez intéressante. Ça permet de continuer à faire vivre la player base de jeux des fois assez vieux, tout en l'enrichissant, c'est assez cool. Mais il y a un devoir de mémoire qui se perd, puisque
Edge of Mythology, on ne peut pas télécharger la version de base sur Steam, on est obligé de prendre le Retold. Et si la core expérience de Edge of Mythology Retold n'est plus similaire au premier Edge of Mythology, on perd la trace jouable de ce qu'était vraiment Edge of Mythology. On quitte le TGS, mais on reste chez Microsoft pour d'assez mauvaises nouvelles. Une hausse des prix massive. Tout d'abord sur les consoles Xbox Series, apparemment suite aux politiques de taxes de Donald Trump, qui seront 20$ plus chères pour les séries S et 50$ plus chères pour les séries X. Et enfin le Xbox Game Pass qui évolue avec des bonus tels que de la currency pour Fortnite ou les jeux Ubisoft, mais surtout qui voit ses prix flamber pour son offre Ultimate qui passe de 18€ à 27€, soit 30$ aux US. Et c'est la seule offre qui nous donne accès aux jeux first party dès leur lancement. On est sur une méthode bien connue, notamment de la part des plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+, avec une période d'acquisition assez agressive sur les prix et sur le catalogue proposé, qui apparemment vient de se terminer. Et maintenant, il est temps de rentabiliser les gens qu'on a acquis. À vous de voir si vous voulez rester sur le service ou non, mais ce qui est sûr c'est que cette politique tarifaire à 30€ va être beaucoup moins intéressante pour les joueurs, sans être sûr pour autant qu'elle sera plus intéressante pour les studios. Gros sous toujours, puisque EA a annoncé se retirer de la bourse, et va être racheté en partie par des fonds d'investissement d'Arabie Saoudite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, on a bien dit, a été racheté en partie, puisque EA a racheté une bonne partie des actions qui la composaient, et dans le process, s'est endetté de 20 milliards de dollars. Une entreprise qui quitte la bourse, ça peut vouloir dire ne plus vouloir être dépendant de ses actionnaires et vouloir une plus grande liberté créative. Ça peut vouloir dire ça. Je ne pense pas que ça veuille dire ça, et notamment avec les 20 milliards de dettes que EA va devoir rembourser, plus ces investisseurs saoudiens qui ne sont pas connus pour faire dans l'humanitaire, on peut s'attendre à des licenciements en pagaille et une monétisation plus agressive. C'est notamment l'avis qu'a partagé le journaliste américain Jason Schreier. Et enfin, on termine cette section jeux vidéo sur une annonce bien maussade, puisqu'on souhaite tout le courage du monde aux gens du studio Avalanche, ceux qui avaient fait notamment les jeux Just Cause, qui viennent de perdre leur emploi suite à une vague de licenciements massive due à l'annulation du prochain jeu Contraband par Microsoft. Passons maintenant à l'univers du jeu de société, avec des nouvelles plus réjouissantes. Le festival du jeu de Vichy vient de se terminer, et l'ensemble des professionnels du milieu s'accordent pour recommander quelques pépites à venir ou déjà sorties il y a peu. En premier, Rebirth de Rainer Knizia, illustré par Mikado et Wessner, et édité chez Lucky Duck et Mighty Board. Ensuite, Tag Team de Corentin Lebras et Grisha German, illustré par Nayad et édité par le Scorpion Masqué. Puis Ritual de Thomas Tarragon, illustré par Sonia Kolmanovskia et édité par Paladis, Storman et T-Tower Games. Et enfin, dernier mais pas des moindres, Tech Time d'Alexis Piovessan et Julien Protière, illustré par Maud Chalmel et édité par Libellude. Bien sûr, il ne s'agit qu'une sélection non exhaustive des jeux qui ont été remarqués d'ici et là, et il y a plein d'autres jeux qui ont été présentés au salon qui méritent votre attention. Et enfin, j'aimerais mettre en avant une super initiative de Matago, qui vise à favoriser les boutiques locales et faire vivre les communautés ludiques contre les grandes enseignes. En effet, 5 jeux sont d'ores et déjà disponibles à la vente en avant-première dans 20 boutiques partenaires de l'éditeur, et ce, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains, avant leur sortie globale. Une initiative louable à l'heure où les boutiques ont bien besoin de soutien face à la grande distribution. Passons côté TCG maintenant, et attardons-nous sur le line-up de Magic pour l'ensemble de l'année 2026 qui a été révélé lors du dernier Pro Tour. Un line-up qui fait quand même pas mal débat. Déjà parce qu'il y a bien 7 extensions qui sont prévues en standard, ce qui est plus que d'habitude, mais aussi parce que 4 d'entre elles sont issues de ce qu'on appelle les Universe Beyond, c'est-à-dire des univers qui n'appartiennent pas à Magic, qui viennent d'autres propriétés intellectuelles. C'est donc la première fois déjà qu'on a 7 sets dans une seule année, ce qui est beaucoup, mais surtout qu'il y a plus de 7 Universe Beyond que de 7 Magic à proprement parler. Côté 7 Magic, il y a Lorwyn en janvier et Strixhaven en avril, qui sont des retours sur des plans déjà connus, et Reality Fracture qui est censé être la fin d'un arc narratif, mais dont on ne sait rien de plus. Et côté Universe Beyond, il y a en mars un Universe Beyond non annoncé, mais dont les rumeurs veulent que ce soit un set Tortue Ninja, en tout cas un set Nickelodeon. En juin, un set Marvel Super Heroes. En août, un set sur The Hobbit. Et en novembre, un set sur Star Trek. Je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire sur ce line-up. Pour ceux qui jouent à Magic, et même pour ceux qui n'y jouent pas, est-ce que ça vous donne envie de pouvoir jouer à des jeux de cartes The Hobbit ou Star Trek, ou est-ce que plutôt vous regrettez de ne pas avoir de nouveaux plans développés au sein même de l'univers de Magic? Côté Altered,
un grand changement est à venir sur le modèle économique du jeu, puisqu'à compter du 7.5, tous les sets ne seront plus distribués par Asmodée, mais passeront par une campagne de financement sur GameFound. Dans un communiqué d'Equinox, ceux-ci ont déclaré ne pas vouloir qu'une carte soit imprimée sans être désirée par quelqu'un, sûrement suite aux difficultés d'évaluation de stock nécessaires des sets précédents, et à un succès du jeu moindre qu'estimé par l'entreprise. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des particuliers et des boutiques désirant des boîtes d'un nouveau set devront financer des campagnes participatives afin de précommander le nombre de boîtes voulues, suite à quoi aucune autre boîte ne pourra être produite une fois la campagne terminée. Les boutiques partenaires recevront tout de même toujours des produits promotionnels pour faire vivre les tournois locaux, et les cartes physiques pourront toujours bien sûr être imprimées via le système de print on demand. Personnellement, je reste sceptique mais curieux sur cette démarche, car si toutes les cartes imprimées doivent être précommandées, alors faire de l'acquisition de nouveaux joueurs peut s'avérer plus difficile. Et c'est aux boutiques qu'incombera la tâche difficile de s'approvisionner suffisamment pour répondre à la demande sans trop commander. Car en effet, une boutique avant pouvait se permettre de constater le succès d'un set avant de recommander des produits, ce qui ne sera aujourd'hui plus possible. Également, ça risque d'accentuer la FOMO, ou peur de rater quelque chose, des joueurs. Si aucune carte ne m'intéresse du set, dois-je quand même acheter des boîtes au cas où des staples émergent quelques semaines après la sortie, lorsqu'il sera trop tard pour en commander ? D'un autre côté, si ce système est une réussite, il permettra peut-être à des TCG émergents plus petits, ayant du mal à percer sur le marché, à continuer de vivre auprès d'un nombre de joueurs restreint mais passionné. Et enfin, on termine la partie TCG, une fois n'est pas coutume, encore avec du Yu-Gi-Oh!, puisque Konami vient d'annoncer, et je crois que c'est une première dans l'histoire du jeu, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, ils viennent d'annoncer un nouveau format, qui s'appelle le Genesis. Alors qu'est-ce que c'est que le Genesis ? Globalement c'est Yu-Gi-Oh! Classique, sauf que toutes les cartes Link et Pendulum sont bannies. Et également, votre deck est restreint à un certain nombre de points. Konami a annoncé que les tournois standards de Genesis seraient en 100 points, mais que des boutiques pourraient créer des événements avec des points différents. Et chaque carte de Yu-Gi-Oh! S'est vue attribuer un certain nombre de points. Et chaque exemplaire de cette carte que vous mettez dans votre deck vous coûte ce nombre de points. Il y a des cartes à 0 points, il y a même beaucoup de cartes à 0 points, mais il y a des cartes à 1 point, 3 points, 20 points, 93 points. C'est, je pense, un format très compliqué à maintenir, mais la player base de Yu-Gi-Oh! Est suffisamment déterminée, je pense, pour s'y intéresser. On va voir ce que ça va donner, ça rappelle énormément les systèmes de wargame que peuvent faire Warhammer ou quoi. C'est extrêmement intéressant, et j'espère que les joueurs de Yu-Gi-Oh! Apprécieront ce nouveau format. Je suis pas joueur donc je ne peux pas m'en rendre compte, mais en tout cas les retours de la communauté ont l'air massivement positifs. Et on termine bien sûr ces actualités par le tour des actualités du podcast. Alors déjà, si vous nous suivez uniquement sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts, etc., suivez-nous aussi sur YouTube, puisqu'on poste des shorts avec de l'analyse de design. J'en ai posté un récemment avec l'analyse du Pogo de Hornet dans Silksong. J'espère que ça pourra vous intéresser, en plus des épisodes classiques et des news. Côté épisodes classiques, vont paraître bientôt, je l'espère, 2 épisodes sur Shinobi Heart of Vengeance, accompagnés des développeurs, donc le lead GD et le lead GPP du jeu. Et côté avenir plus lointain, on vous prépare un épisode sur Expedition 33, bien sûr. On cherche toujours des gens pour de la trilogie Doom, si vous avez envie d'en parler, venez. Et si vous êtes développeur de jeux et que vous avez envie de parler d'un sujet qui vous tient à cœur, de parler d'un jeu qui vous tient à cœur, de mettre en avant un jeu sur lequel vous avez travaillé, contactez-nous. Sur ce, je vous dis au revoir, abonnez-vous bien sûr pour ne rien rater, n'oubliez pas de poser la manette, et à bientôt. Bien entendu, c'est une information à mettre au conditionnel. Eh oui, je pense, faut pas penser. Shut up! Will you shut up? Help! Help! I'm being repressed! Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça ? Là, faut que je prenne 2 minutes quand même. C'était vraiment très intéressant.